pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les nouveaux contrôles sur les structures provisoires et démontables. Donc, je vais, avant de laisser les paroles à Christophe Rob, donc notre référent technique et événementiel national responsable du pôle, je vais vous faire une petite présentation d'Alpe Control, une brève présentation. Donc Alpe Control, c'est un organisme de contrôle indépendant qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, avec une couverture nationale, avec un réseau de près de 55 agences aujourd'hui, plus de 750 collaborateurs. Et donc, on évolue. Donc, notre raison d'être, c'est aussi donc, la prévention des risques. Et on évolue dans 3 domaines d'activité différents. Voilà, donc on évolue dans la construction, exploitation, la formation, la certification. Et donc, dans le domaine de la construction et exploitation, nous avons un pôle dédié à l'événementiel. Et donc, je vais laisser la parole à Christophe, donc, qui va vous dérouler cette présentation, qui va vous expliquer tous les tenants et aboutissants de ce nouvel arrêté. Donc, bonjour à tous. Oui, donc déjà, pour expliquer un petit peu le fonctionnement d'Alpe Control dans l'événementiel, on a souhaité en fait créer des pôles régionaux qui soient dédiés à cette activité avec du personnel dédié et formé sur ces missions, que ce soit sur les structures démontables ou que ce soit sur les installations électriques temporaires. Avec aujourd'hui donc 5 pôles dédiés sur le territoire français, avec le pôle, on va dire, historique en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des créations de pôles plus récents, donc qui sont au niveau de la Méditerranée, en Île-de-France, et puis dans la partie ouest et dans la partie sud-ouest, qui permet, on va dire, de couvrir l'ensemble du territoire métropolitain. Voilà. Donc, à partir de là, je vais vous présenter, donc, on a dit à peu près 40-45 minutes le nouvel arrêté, donc du 25 juillet 2022. Dans un premier temps, on va aborder donc le contexte. Donc, faire un petit historique, en fait, donc, depuis les années 90. Donc, en 92, on avait eu malheureusement la catastrophe de Furiani, avec le décès de 18 personnes suite à l'effondrement d'une tribune. À partir de là, les autorités, notamment les préfets, avaient en fait sorti des arrêtés préfectoraux qui exigeaient en fait le contrôle des tribunes dès qu'on était au-delà d'1 mètre de hauteur ou dès qu'on accueillait plus de 300 personnes. En même temps, le ministère Jeunesse et Sport avait édicté des règles qui concernaient les homologations des enceintes sportives. Et puis, en 1995, on a eu une norme qui est relativement importante, qui concernait en fait les tribunes démontables, la norme NFP 90-500, qui a été, on va dire, une grande avancée dans les structures événementielles et pour ces tribunes démontables. On a eu également en 2006 une nouvelle publication de normes sur les tribunes démontables qui a été en fait une traduction de la norme européenne, la norme NFP EN 13200-6. Voilà. On a eu également, donc en 2009, un malheureux événement qui a été l'effondrement de la toiture de scène couverte pour le concert de Madonna au stade Vélodrome, avec également les décès donc, là, de techniciens. Voilà, et la profession a commencé à s'organiser, donc, puisque dans les années 2010, il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni autour du Sympaz pour aboutir en 2016 à la publication d'un mémento, donc qui n'avait pas caractère normatif ou réglementaire, mais qui voilà, faisait avancer les choses, et la profession s'est prise en main pour faire évoluer les pratiques et édicter un certain nombre de règles. On aboutit donc aujourd'hui, avec la publication au journal officiel le 5 août, de cet arrêté du 25 juillet 2022, donc, qui fixe les règles de sécurité pour les ensembles démontables
avec donc une application au 1er octobre 2022. Pourquoi la publication de cet arrêté, on va dire, actuellement? Essentiellement pour faire avancer les choses, mais aussi parce qu'on a de grands événements en France dans les 2 années qui viennent, avec la Coupe du monde de rugby et puis les Jeux olympiques d'été à Paris en 2024. Et il était nécessaire pour les autorités, en fait, qu'il y ait des règles clairement édictées pour ces ensembles démontables, pour ces événements à venir. Voilà, en termes d'historique. Donc, les objectifs de l'arrêté, c'est déterminer les règles de sécurité, exigences de conception, d'installation et de maintenance pour les structures provisoires démontables. C'est de préserver la sécurité des personnes et c'est de prévenir tout effondrement et risque de chute de hauteur sur ces ensembles démontables. Voilà. Donc, pour cela, pour répondre à ces objectifs, donc il est de la responsabilité de tout le monde de respecter les règles édictées par l'arrêté. Et donc, les fabricants, installateurs et organisateurs sont tenus, chacun en ce qui les concerne, d'assurer que les ensembles démontables sont conçus, installés et entretenus en conformité avec l'arrêté. Et ils font pour cela procéder à des contrôles, vérifications et inspections. Donc, on verra plus tard. Voilà. Donc, comment est organisé, on va dire, l'arrêté? Donc, l'arrêté, comme tout texte normatif et réglementaire, est constitué d'un certain nombre de titres. Donc, avec des généralités. Après, on va avoir un titre 2 sur les implantations. Après, on verra ce qui concerne la solidité de ces ensembles démontables. En titre 4, on a ce qui concerne les aménagements. En titre 5, comment on exploite ces ensembles démontables. Le titre 6 est réservé au contrôle, vérification et inspection. Et le titre 7, en fait, traite de 2 cas particuliers qui sont les ensembles démontables à implantation prolongée, donc il y a plus de 12 mois, et traite également des ensembles démontables existants. Voilà un petit peu l'ossature de cet arrêté. Donc, première partie, les généralités. Donc, tout d'abord, quel est le champ d'application de cet arrêté? Donc, l'arrêté traite en fait des ensembles démontables qui sont des structures donc provisoires liées à une manifestation à caractère événementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, donc qui sont montées et démontées de façon répétitive en vue d'une utilisation temporaire. Voilà, cela étant dit, il y a un certain nombre d'exclusions dans l'arrêté, donc ne sont pas traitées tout ce qui est scène tractée à exploitation roulante, donc les chars, ne sont pas traités non plus donc les tribunes télescopiques qu'on peut rencontrer dans certaines salles de spectacle, ne sont pas traités non plus les tribunes monoblocs, donc d'une hauteur généralement inférieure à 1 mètre, qui sont un ensemble voilà, monobloc, hein, les petites tribunes, ne sont pas traités parce que relèvent d'un arrêté spécifique les chapiteaux, tentes et structures, ce qu'on appelle communément les CTS dans la profession, ne sont pas traités non plus les ensembles démontables qui sont identifiés dans le registre de sécurité d'un CTS. C'est-à-dire que si vous êtes exploitant d'un cirque et que dans votre extrait de registre de votre chapiteau, vous avez indiqué un gradin, ce gradin, en fait, ne relève pas du présent arrêté, mais relève des règles relatives au gradin des chapiteaux, tentes et structures. Voilà. Donc, exclut aussi les structures gonflables, les agrès acrobatiques et les équipements d'escalade, ainsi que leurs accroches et leurs supports. Ne sont pas gérés non plus par l'arrêté, tout ce qui est attractions et manèges forains, qui ont une réglementation spécifique également, tout comme les aires de jeu pour enfants. À noter en fait que l'arrêté concerne les ensembles démontables qui soient implantés ou non dans un établissement recevant du public, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur. Voilà. Donc, une des premières choses à connaître sur cet arrêté, c'est qu'en fait, il va y avoir une classification des ensembles démontables
avec des catégories qui sont fonction de leur utilisation et de la hauteur de ces ensembles démontables. Avec donc des ensembles démontables qu'on va noter OP, donc qui sont les ossatures destinées à supporter des personnes, et les ossatures OS qui sont des ossatures d'équipement scénique, qui dans le cadre d'une utilisation normale ne sont pas destinées à supporter des personnes. Voilà. Donc bien avoir à l'idée OP et OS, les différents types d'ensembles démontables. Alors la classification donc des OP, des ossatures destinées à supporter des personnes. Donc, on a 3 catégories qui vont, on va dire, crescendo de OP1 à OP3 en fonction, en fait, des hauteurs. Donc, par exemple, OP1, on va avoir tout ce qui est tribune, scène, plateforme, escalier, rampe, dont la hauteur du dernier niveau est inférieure à 1,20 m. Et on a les passerelles aussi qui ont une portée de franchissement, en fait, inférieure à 3 mètres et dont la hauteur de plancher est inférieure à 1,20 m. Et après, donc, on va crescendo. Au P2, on va être plutôt sur des structures au-delà d'1,20 m, donc jusqu'à essentiellement 1,50 m pour les tribunes, par exemple. Et au P3, on va trouver tout ce qui est tribune, etc., supérieure à 3,50 m au dernier plancher, les passerelles qui ont un franchissement de plus de 3 mètres, et puis les scènes et plateformes dont la hauteur est supérieure à 2 mètres. Voilà, donc tout ça étant lié à la hauteur de chute. Et donc, on verra, les exigences vont également aller crescendo en fonction des catégories. Voilà, donc pour les OP. Après, donc, on a les ossatures d'équipement scénique, donc, qui sont en fait classées en catégories selon le risque qu'elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d'effondrement. Et là, donc, c'est déterminé en fonction du point le plus haut d'implantation de l'ossature. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui est couverture de scène, totem, portique, grille technique, poutre, tour de levage et toutes les structures qui vont supporter du matériel de son, d'éclairage, de vidéo ou de décor. Voilà. Donc elles n'ont pas, je vous rappelle, vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, démontage, de réglage ou de maintenance. Donc voilà, et quand on parle de personnes, c'est du public, mais c'est également des techniciens, des artistes. Donc ce qui veut dire, par exemple, une tour caméra ou une tour poursuite qui va accueillir un technicien pendant le spectacle, elle sera classée OP et non pas OS. Voilà, donc bien faire la distinction entre les deux. Donc voilà, donc 3 catégories également pour les ossatures OS, donc OS1, OS2, OS3, avec des hauteurs en fait limites à 3,50 m et 6,20 m pour catégoriser ces différents ouvrages. Voilà, donc pour les catégories. Après, donc on a le titre 2 sur les implantations en fait de ces ensembles démontables. Avec une première chose qui est significative et qui fait, on va dire, avancer grandement la réglementation par rapport à tout ce qui est adaptation au sol et nature du sol sous un ensemble démontable. Donc, avec une responsabilité des différentes parties. Et en fait, on nous précise dans cet arrêté que l'organisateur doit communiquer à l'installateur les informations concernant la nature du support ou du sol, et notamment sa capacité portante. Et donc, l'organisateur doit également s'assurer auprès du propriétaire du terrain de l'éventuelle présence de réseaux, cavités ou carrières en sous-sol. Voilà. Et donc, l'organisateur s'assure avec l'installateur que la capacité portante du sol est compatible avec la descente de charge et les déformations acceptables par les structures. Donc voilà, vraiment retranscrit dans cet arrêté cet élément important et la responsabilité de l'organisateur sur la capacité portante du sol à supporter en fait les ensembles démontables qui sont commandés aux différents installateurs. Alors, comment on détermine une capacité portante?
Elle peut être déterminée donc soit par la communication de données chiffrées, voilà, soit il est prévu pour les ensembles démontables, on va dire à partir donc en OP2 ou OS2, de limiter en fait la contrainte générée par la charge sur le sol à 1 bar pour les ensembles démontables. Donc je redis OP2 ou OS2. Donc voilà, pas forcément nécessité de faire une étude de sol pour ces ensembles démontables. On peut éventuellement prévoir prévoir une adaptation au sol et un calage adéquat pour répondre à une contrainte de 1 bar. Donc 1 bar, une ordre de grandeur, ça fait 10 tonnes pour 1 mètre carré de calage. Voilà. Ou après, il y a possibilité d'effectuer une étude de capacité portante des appuis. Voilà. Or, l'étude ne s'impose pas pour un certain nombre d'ouvrages. Donc, l'arrêté précise en fait que pour les ensembles démontables de petite catégorie, on va dire ça comme ça, les OP1 et OS1, il n'y a pas nécessité d'une étude. Et en fait, l'arrêté laisse la porte ouverte sur les implantations habituelles d'ensembles démontables. C'est-à-dire tout ensemble démontable, lorsque son implantation est habituelle sur le même site, ne nécessite pas en fait d'études géotechniques. Voilà, c'est-à-dire si vous êtes organisateur d'un festival et que vous implantez la même scène toutes les années, il n'y a pas nécessité nouvellement de faire une étude géotechnique. On considère que l'expérience et la pratique des années précédentes permet en fait de garantir l'adaptation au sol de l'ensemble démontable. Donc voilà, c'est vraiment une grande nouveauté de cet arrêté, cette gestion de l'adaptation au sol. Voilà. Donc après, la solidité des ouvrages, donc le titre 3 de l'arrêté, donc est imposé maintenant pour les ensembles démontables neufs un système de marquage. Donc on verra tout à l'heure ce qui concerne les ensembles démontables existants, mais donc nécessité que les pièces principales de l'ensemble de démontable soient marquées avec les indications minimales du nom et sigle du fabricant, des références du produit et de l'année de fabrication. Donc après, je ne l'ai pas retranscrit dans le PowerPoint, mais l'arrêté précise pour chaque ensemble démontable quelles sont les pièces qui seront à marquer. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors certains éléments jusque-là étaient marqués. On peut signaler notamment les poutres scéniques qui avaient assez souvent un marquage quand même, et certains éléments de tribune. Mais voilà, donc il y a nécessité d'avoir le marquage des pièces constituant les ensembles démontables neufs. Voilà. Après, donc, on va rentrer dans le dimensionnement des structures. Donc, je vous rappelle, un ensemble démontable, il va être dimensionné pour supporter le poids propre des structures et c'est un certain nombre de charges permanentes pour supporter des charges d'exploitation statiques ou dynamiques. Donc là, charge d'exploitation, on va parler pour une ossature scénique de poids d'équipement, pour un ensemble démontable qui supporte des personnes, du poids du public, par exemple. Et puis, l'ensemble démontable doit être dimensionné pour reprendre les sollicitations liées au tassement différentiel d'appui, donc des tassements différents qui pourraient être générés par la descente de charge en différents points, et pour reprendre d'éventuelles charges climatiques si on est en extérieur, donc essentiellement le vent, et puis le poids de la neige, le cas échéant. Donc, l'arrêté spécifique pour les catégories OP2, OP3 et OS3, il y a nécessité que soit rédigée une note de calcul par un ingénieur spécialiste en structure. Et puis, une nouveauté également, donc l'article 10 de l'arrêté définit les charges d'exploitation minimales pour les ensembles démontables OP qui vont supporter des personnes. Donc voilà, je vous ai retranscrit le tableau de l'arrêté.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les personnes voilà, qui en auraient la nécessité, je vous invite à aller fouiller dans l'arrêté. Avec donc, on va détailler juste quelques petits points. Donc, pour les charges verticales descendantes, il y a nécessité donc de prendre 500 décanewtons, 500 kg au mètre carré pour les ensembles démontables publics. Il y a également nécessité, donc on le voit dans la deuxième ligne, de prendre des charges horizontales dynamiques qui correspondent à 10% de la charge verticale. Donc, par exemple, pour une plateforme publique où on doit prendre 500 kg au mètre carré de charge verticale descendante, il y a également nécessité de prendre en charge horizontale 10%, donc 50 décanewtons au mètre carré, pour simuler en fait les effets dynamiques d'un mouvement de foule. À noter également une nouveauté, donc pour les passerelles et plateformes et pour les escaliers d'accès à ces passerelles et plateformes, un coefficient majorateur de 1,3 pour les charges verticales descendantes. C'est-à-dire qu'une passerelle doit être dimensionnée à 500 décanewtons au mètre carré fois 1,3 de coefficient dynamique. Voilà, vous avez également dans ce tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les charges qui concernent les garde-corps. Voilà. Quelques dispositions spécifiques. Une chose importante à noter, c'est que pour les actions du vent, il est précisé dans l'arrêté que le vent de service doit être au minimum de 20 mètres par seconde, donc ce qui correspond à 72 km/h. Jusque-là, on dimensionnait des fois des ensembles démontables avec des vitesses moindres, de 50 ou 60 km/h de vent. Là, l'arrêté précise qu'on doit à minima prendre en compte 72 km/h. Tout ça pour éviter les défaillances structurelles, déboîtement d'éléments et les problèmes de glissement, de soulèvement ou de renversement. Pour les tribunes, on considère qu'une tribune démontable qui dispose d'un avis sur modèle et qui est conforme à la norme actuelle, donc qui est la norme NFP 13200-6 de septembre 2020, considère que ces tribunes sont réputées correspondre aux exigences de l'arrêté. Pour les praticables, donc, on fixe, praticables, c'est des petits éléments, souvent qui font 2 mètres par 1 mètre. Donc, on précise des charges d'exploitation, on va dire minorées pour ces éléments. Et puis, pour tout ce qui est poutres scéniques, les abacs de la note technique du fabricant doivent préciser les charges admissibles pour les poutres scéniques. Voilà. Après, les aménagements. Donc, concernant les aménagements pour les gradins de tribune, donc il est indiqué en fait des exigences de distance entre les dégagements. En extérieur, vous devez avoir maximum 20 mètres entre deux dégagements d'une tribune, soit 40 sièges, et 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps. En intérieur, ces valeurs sont divisées par 2, c'est-à-dire 10 mètres entre deux dégagements ou 5 mètres entre un dégagement et une paroi et un garde-corps. Bon, à noter qu'on a des exigences différentes dans le règlement de sécurité incendie pour les ERP et donc c'est en discussion au niveau du ministère de l'Intérieur pour homogénéiser toutes ces valeurs. Voilà. Donc après, des exigences concernant les dégagements, donc dégagement d'ensemble démontable accueillant des personnes. Donc, comme pour les établissements recevant des publics, l'unité de base, c'est l'unité de passage, l'UP, donc qui a un multiple de 60 cm, avec, pour une unité de passage, on n'est pas à 60, mais à 90 cm, et pour 2 unités de passage, on est à 1,40 m et non pas à 1,20 m. Et après, à partir de 3 UP, on passe à 1,80 m, donc multiple de 60. Donc, les dégagements doivent être donc d'une unité de passage pour 150 personnes en extérieur
pour fraction de 150. Et en intérieur est exigée une unité de passage pour 100 personnes. Donc, il est précisé que les dégagements doivent faire entre 2 et 8 unités de passage. Donc, une issue d'une unité de passage donc de 90 cm n'est plus autorisée par l'arrêté. Il y a une tolérance négative de 5% sur les largeurs de dégagement. Et on nous précise dans l'arrêté que si on a plus de 19 personnes sur un ensemble démontable, il est nécessaire d'avoir au moins 2 dégagements. Voilà. Après, tout ce qui concerne les vomitoires, circulation sous tribune et dessous d'ensemble démontable. Donc, les vomitoires sont bien sûr autorisés et leur largeur est calculée en fonction du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés. Il est également possible de dégager le public sous une tribune, donc sous réserve de la présence de filets ou d'habillage ou de clôture latérale pour bien guider le public dans son évacuation. On doit s'assurer que le risque de chute d'objets depuis l'ensemble démontable est bien traité, c'est-à-dire que les personnes qui cheminent sous l'ensemble démontable ne reçoivent pas sur la tête d'objets. Et puis, la hauteur libre de ces passages sous ensemble démontable doit être au minimum de 2 mètres. Il est précisé également dans l'arrêté que les dessous des ensembles démontables doivent être rendus inaccessibles au public, qu'il n'y a pas lieu de faire de stockage sous ces ensembles démontables pour générer un éventuel potentiel calorifique, à l'exception donc des équipements techniques nécessaires à l'exploitation. Voilà. Ensuite, on retrouve dans l'arrêté un certain nombre de choses concernant la protection contre les chutes des personnes. Donc, avec des exigences d'une hauteur de chute de 25 cm, donc avec nécessité, dès qu'on dépasse 25 cm entre la zone d'impact et le plancher de l'ensemble démontable, de prévoir des dispositifs de protection ou d'alerte contre les chutes. Donc pour moi, qu'est-ce que ça va être? Donc ça va être, je ne sais pas, par exemple, un scotch blanc qui va délimiter le pourtour de l'ensemble démontable. Ça peut être des potelets avec une cordelette qui indique le risque de chute, ces choses-là. Et à partir de 1 mètre de hauteur de chute, là, on a nécessité de mettre en place un garde-corps. Voilà, donc garde-corps qui fait une hauteur minimale de 1 mètre et avec une aggravation dès qu'en avant de tribune, on a plus de 50 cm. Là également, on va avoir nécessité de mettre un garde-corps. Voilà. On nous précise bien évidemment que l'obligation de garde-corps ne s'applique pas côté public au niveau des scènes. Voilà. Donc après, on a un certain nombre d'exigences dans l'arrêté sur la réaction au feu des matériaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous en informe néanmoins. Donc, on aura des exigences concernant les planchers d'ensemble démontables et concernant les sièges des ensembles démontables accueillant des personnes, avec des indications aussi bien relatives au classement de réaction au feu français, donc M0, M1, M2, M3, M4, et aussi des indications concernant les euroclasses. On a toujours dans l'arrêté ces 2 classements qui coexistent. Voilà. Donc après, oui, dans les aménagements, bon, je ne l'ai pas détaillé dans la présentation, mais on a aussi certaines exigences concernant les installations électriques, la protection des câbles, concernant les moyens d'extinction, concernant l'éclairage de secours, les moyens d'alerte et les moyens d'alarme. Voilà, je vous invite à aller fouiller dans l'arrêté par rapport à ces exigences. Mais voilà, un certain nombre d'exigences par rapport à tout ça.
Après, donc, on va avoir ce qui concerne l'exploitation de ces ensembles démontables. Donc, avec un gros chapitre au niveau de l'article 26 sur tout ce qui est équipement technique suspendu. Donc, c'est tout ce qui est accroche en hauteur et qui peut présenter un risque pour les personnes. Donc, les points de fixation des structures, donc des dispositifs d'accroche. Donc, les points de fixation des dispositifs d'accroche pris sur la charpente ou la structure d'un bâtiment font l'objet d'une note de calcul et d'un examen d'adéquation. C'est-à-dire, il est nécessaire en fait de savoir par rapport aux charges que vous rapportez, est-ce que la charpente ou la structure du bâtiment est apte à recevoir cette nouvelle charge. Donc, il y a nécessité de faire l'adéquation entre la capacité portante de la charpente et puis la descente de charge rapportée. Après, on nous précise pour tout ce qui est câble, estrope et filin que ces éléments donc, qui sont accrochés aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement. Donc voilà, pour ne pas blesser les accessoires de levage qui risqueraient de rompre lors de l'exploitation. On nous précise que l'accroche d'une structure par élingue ou chaîne sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d'accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d'utilisation de ces accessoires de levage. Donc, prends un exemple, vous avez une charpente métallique sous laquelle vous allez accrocher un pont scénique juste avec un dispositif d'élingue sans moteur. Donc là, ces élingues ne sont pas nécessairement sécurisées sous réserve d'avoir appliqué le doublement du coefficient d'utilisation sur la CMU. Voilà. Et après, on nous précise également que les élingues et estropes textiles sont autorisés sous réserve d'être systématiquement sécurisés par une sécurité secondaire incombustible. Donc, par exemple, une élingue acier. Voilà. Après, une grande avancée, je dirais, dans la profession qui est en fait, qui acte un certain nombre de pratiques concernant les palans électriques. Aujourd'hui, la grande majorité des palans à chaîne, des moteurs qu'on utilise en événementiel, répondent à une classification selon les règles allemandes BGV, avec trois catégories, les catégories des moteurs D8, les moteurs D8+, et les moteurs C1. Donc, l'arrêté ne reprend pas ces dénominations et ces catégories, étant donné qu'il s'agit de règles allemandes. Mais en fait, on a une traduction des objectifs dans l'arrêté. Et voilà, on a des exigences, on va dire, similaires. Donc, pour rappel, un moteur D8, c'est un palan qui est capable de maintenir une charge, mais qui nécessite l'ajout d'une sécurité secondaire. Voilà, le moteur D8+, lui, était équipé d'un frein additionnel et d'un déclassement à 50% de sa charge dès la conception. Donc voilà, et puis les moteurs C1, c'était les moteurs D8+, mais qui, avec des compléments, permettaient l'évolution et le mouvement au-dessus des personnes. Voilà. Donc là, on a en fait, dans l'arrêté, on a acté, on va dire, le fait que les moteurs D8+ peuvent être utilisés en France sans un dispositif d'accroche complémentaire et de sécurité complémentaire. Voilà. Donc, on va dire, voilà, aujourd'hui, on avait que l'article L57 du règlement de sécurité, pour ceux qui le connaissent, et donc, voilà, et acter, en fait, les pratiques voilà, qui étaient souvent soumises à discussion entre les installateurs et les bureaux de contrôle sur les chantiers.
Voilà, après, donc les articles suivants traitent de tout ce qui est bardage, couverture, décor et habillage sur les ensembles démontables. Donc, nous précise voilà, que tous ces équipements ne doivent pas compromettre la solidité et la stabilité de l'ensemble démontable et que ces éléments d'habillage doivent être prévus dans la notice du fabricant ou faire l'objet d'un avis spécifique. Si par exemple, vous avez une tour échafaudage, une tour régie qui est prévue et dimensionnée sans habillage périphérique, bah, la mise en place d'un habillage périphérique va compromettre sa stabilité générale et il y a nécessité de prendre en compte cet élément additionnel. On nous indique également dans l'arrêté un certain nombre d'exigences de réaction au feu sur ces dispositifs, avec des exigences donc, concernant les éléments de protection des circulations sous tribune, des exigences aussi concernant les couvertures d'ensemble démontables. Donc là, c'est quelque chose de nouveau parce que, par exemple, sur un festival, sur une scène couverte, rien n'exigeait pour le moment le classement au feu de la couverture de scène. Et puis, un point spécifique qui concerne les passerelles, où là, en fait, les passerelles de franchissement nécessitent en fait une occultation sur 2 mètres de hauteur pour éviter en fait la stagnation de personnes sur ces passerelles qui pourrait engendrer en fait un risque. Voilà, c'est parce que les personnes positionnées sur une passerelle peuvent avoir tendance à stagner et regarder le spectacle qui se situe en dessous. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est bardage, couverture, décor et habillage. Après, on a un article donc, qui acte un certain nombre de choses sur la météorologie. Si vous avez un ensemble démontable situé en extérieur et donc soumis notamment aux effets du vent, il y a nécessité, en tant qu'organisateur, de prévoir un certain nombre de dispositions. Donc, l'arrêté, j'en ai relevé 4 dans l'arrêté. Donc, tout d'abord, en tant qu'organisateur, vous êtes censé vous assurer que les prévisions météorologiques vont permettre l'utilisation de l'ensemble démontable que vous souhaitez exploiter. Pour cela, il va convenir de vous informer des prévisions météorologiques durant la manifestation. Conviendra aussi en tant qu'organisateur, quand vous atteignez la vitesse de vent maximale autorisée par la notice du fabricant ou par la note de calcul, il s'agira de prendre les dispositions pour évacuer le public. À cet effet, l'arrêté précise que pour les ensembles démontables classés OP3, OS2 ou OS3, il est nécessaire en fait de positionner un anémomètre. Et puis, dernier point sur cette partie météorologie, vous avez nécessité en tant qu'organisateur de définir les modalités d'évacuation de votre ensemble démontable. Voilà. Et donc, le dernier bloc important de l'arrêté, c'est ce qui concerne les contrôles, vérifications et inspections. Donc, le but étant voilà, d'assurer la sécurité des personnes au niveau de ces ensembles démontables. Pour cela, il y a un document qui va être important, qui est en fait la notice technique. Le fabricant d'un ensemble démontable ou de ses éléments constitutifs doit fournir une notice technique rédigée en français avec identification de toutes les pièces constitutives de la structure, des différentes configurations et des indications concernant le montage et le démontage. Donc ça, c'est le premier point important. Après, l'arrêté, on va dire, définit des exigences donc, de vérification
Donc, dans l'article 30, il y a nécessité que l'organisateur fasse procéder aux vérifications des installations électriques temporaires. Après, l'article 37, lui, va exiger un certain nombre de choses concernant le contrôle de la conception de l'ensemble démontable, avec soit la rédaction d'un avis sur modèle type lorsque l'ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations, donc par exemple les tribunes, et puis nécessité d'un avis sur dossier technique lorsqu'il s'agit d'un ensemble démontable pour lequel il n'existe pas d'avis sur modèle ou lorsque l'avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration qui va être utilisée sur l'événement. Donc là, dès la conception, nécessité d'un avis sur un certain nombre d'ouvrages. Après, l'article 38, lui, va préciser ce qui concerne les vérifications du montage, avec donc l'organisme qui va faire cette vérification, qui en fait émet un avis final, favorable ou défavorable, à l'exploitation de l'ensemble démontable. Voilà, et en vérifiant la conformité de l'ensemble démontable aux différents articles de l'arrêté. Et puis après, est prévu dans l'article 40, donc une nouveauté également, la nécessité d'une inspection en exploitation, donc avant tout accueil du public, donc ce qui veut dire qu'un ensemble démontable, je ne sais pas, sur un festival, l'organisateur doit faire procéder à une inspection tous les jours avant l'accueil du public. Des inspections aussi après réparation ou modification d'un ensemble démontable. Et puis, pour les ensembles de démontables qui seraient implantés de manière prolongée, donc avec une durée d'implantation de plus de 12 mois, la nécessité d'une inspection annuelle. Voilà, donc je ne sais pas, vous êtes directeur des services techniques d'une commune et sur le stade, vous avez une tribune de type, on va dire, démontable, mais qui est implantée à demeure. Vous avez aujourd'hui nécessité de faire procéder à une inspection annuelle. Donc, en fait, l'arrêté précise en fait qui doit vérifier ces ensembles démontables. Et donc, on n'a pas sur le slide, mais je vais vous le présenter directement dans l'arrêté. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Alors non, on ne voit pas ton partage d'écran. Ah, alors, il y a un slide qui a disparu. Alors, ouais, je voulais vous montrer donc qui est à même de réaliser en fait ces vérifications. Donc, hop. Alors, voilà, j'espère que vous le voyez là. Olivia, Oui, on là voit c'est le bon, on voit bien partage? C'est bon. le partage. Voilà, parce qu'il y avait un slide qui a disparu, je prie de nous excuser. Donc, en fait, dans l'annexe 7 de l'arrêté, est précisé quand est-ce qu'on doit faire réaliser ces contrôles et par qui. Donc là, vous voyez la première ligne, donc contrôle de conception. Donc, on peut se satisfaire en fait d'une attestation de fabricant pour les OP1 et OS1. Par contre, nécessité de faire intervenir un organisme agréé dès qu'on est classé OP2 ou OS2. Les vérifications de montage, donc pour les ouvrages classés OP1 ou OS1, donc là, c'est les petits ouvrages, une attestation de bon montage va suffire pour ces ouvrages de faible importance.
Par contre, dès qu'on est classé OP2, il y aura nécessité de faire intervenir quelqu'un qu'on appelle un technicien compétent. Et puis, pour les ouvrages plus importants, c'est ce qu'on appelle les organismes accrédités, les OA, donc là, qui sont des organismes de contrôle qui ont une accréditation spécifique par le Comité français d'accréditation. Et les inspections en exploitation, donc là, peuvent être faites par les techniciens compétents. Voilà, donc pour les contrôles principaux. Donc, technicien compétent, le SYNPAS, donc le syndicat des prestataires de l'événementiel, est en train de mettre en place des formations qualifiantes et certifiées dans les différentes régions pour former ces différentes personnes. Voilà. Donc, avec voilà, nécessité de contrôle dans les différentes phases de la conception jusqu'à l'exploitation. Voilà. Et puis, dernier point, donc, concernant les contrôles et vérifications, il est nécessaire pour l'organisateur, donc c'est une nouvelle disposition, de constituer un dossier de sécurité avec un certain nombre de choses. Donc, ça peut être avec les études géotechniques, les plans, les synoptiques des installations électriques, les rapports des bureaux de contrôle, de constituer vraiment un dossier de sécurité. Donc, l'arrêté précise clairement le contenu de ce dossier de sécurité de l'organisateur. Et ce dossier constitué doit être tenu à disposition des organismes qui sont en charge des vérifications et des inspections. Voilà. Dernier point, donc les cas particuliers. Donc, pour les ensembles démontables existants. Donc, il y a certaines dispositions de l'article 10 concernant la solidité qui ne s'appliquent pas. Donc, le tableau sur les charges d'exploitation que je vous ai présenté tout à l'heure ne s'applique pas. Il n'y a pas nécessité non plus que le vent de service minimum soit de 20 mètres par seconde. Et il n'y a pas nécessité non plus que les tribunes soient conformes à la dernière norme en vigueur, qui est la 13200-6. Néanmoins, il y a nécessité donc d'une notice du fabricant ou de tout autre document justifiant de la solidité et de la stabilité. Et si le référentiel de conception ou de fabrication n'est pas connu, le propriétaire de l'ensemble démontable doit justifier de sa solidité et de stabilité par une note de calcul. Et l'absence de justificatif sur les deux points précédents nécessite en fait le contrôle de la conception conformément à l'article 37. Donc, un point important que j'ai mis à droite là, un ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires existantes n'est pas considéré comme un ensemble démontable existant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez dans votre parc matériel du matériel échafaudage, par exemple, existant, que tout ensemble démontable que vous allez constituer sera considéré comme un ensemble démontable existant. Voilà. Et puis, donc, pour les tribunes existantes, donc, on rappelle quelles sont les charges minimales à appliquer. Donc, on retrouve en fait les exigences de la norme 90-500 de 1995. Voilà. Et puis, donc, pour terminer sur ces ensembles démontables existants, il y a nécessité d'un marquage, donc avec un décalage dans le temps. Hein, donc, un délai est accordé de 5 ans à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pour que les propriétaires procèdent au marquage des ensembles démontables, mais ce délai est ramené à 1 an pour les éléments principaux de tribune. Donc, si vous êtes propriétaire de tribunes existantes, vous avez nécessité de procéder à leur marquage avant le 1er octobre 2023. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation. Voilà. Donc, on va
reprendre les questions qui ont été posées durant cette présentation. Donc, il y a eu quelques questions concernant la présentation. Donc, je te les lis peut-être, Christophe, et Ouais. tu y réponds. Est-ce que le marquage sur les pièces est obligatoire également sur les anciens équipements que l'on retrouve régulièrement sur les communes? Donc là, c'est ce qu'on a abordé en fait juste là à l'instant. En fait, c'est que pour les ensembles démontables existants, donc il y a nécessité de procéder à ce marquage dans un délai de 5 ans et 6 tribunes dans un délai de 1 an. Voilà. Donc D'accord, donc c'était la dernière slide, en fait, finalement, qui faisait ouais, référence tout à à cette fait, question. ouais, qui répond à cette problématique. Très bien. Autre question, quelle norme est à utiliser pour les notes de calcul Eurocode? Donc oui, après le dimensionnement, voilà, donc on a des charges spécifiques, donc des charges spécifiques, donc que ce soit les charges d'exploitation ou que ce soit une vitesse de vente service de 20 mètres secondes. Mais après, le dimensionnement de l'ouvrage en lui-même, c'est-à-dire si vous avez une structure en acier ou une structure en aluminium ou en bois, découlera un calcul selon les eurocodes, effectivement. Voilà, c'est les règles actuelles. On oublie tous les codes de calcul anciens, CM66, etc. Voilà, donc c'est bien les eurocodes qui s'appliquent. D'accord, très bien. Il y avait une autre question aussi sur le vent de service bâche en place. C'était des questions sur le vent de service bâche en place. Oui, donc après le vent de service, oui, ça va être un vent en exploitation. Après, on peut éventuellement, comme on le pratique actuellement, dimensionner une scène avec les bâches en place à 72 km/h et puis après, prévoir des dispositions pour abaisser les bâches ou descendre la couverture au niveau du plancher de scène et permettre ainsi des choses au-delà de ces 72 km/h. Donc, il peut y avoir différents vents de service pour un ensemble démontable avec des dispositions à prendre pour permettre de passer ces seuils. Voilà. Très bien. Il y a une autre question sur les structures flottantes. Exemple, les passerelles, les pontons sont-elles concernées par cet arrêté? Je ne pense pas. Après, faudrait peut-être se référer aux établissements flottants, mais en tout cas, non, je ne pense pas que ces structures spécifiques relèvent du présent arrêté. Voilà. D'accord. Il y a une autre question. Bonjour, c'est 500 DAN par mètre carré sont donc un minimum strict et ne peut être minoré et indiqué par le fabricant. Alors effectivement, c'est une nouveauté importante et ces 500 décanewtons au mètre carré pour les ensembles démontables neufs sont une exigence stricte, ce qui veut dire que par exemple, on ne serait plus autorisé à dimensionner une mezzanine de stand sur un salon professionnel avec une charge de 300 décanewtons au mètre carré, par exemple. Dès qu'un ensemble démontable accueillant du public neuf est installé, en fait, on a ces 500 décanewtons au mètre carré minimum. Et je vous le rappelle, avec également pour les plateformes et les passerelles, une majoration avec un coefficient dynamique de 1,3, donc qui accentue les choses encore. OK. Il y a une autre question sur pouvons-nous exclure le cas de neige? Le cas de neige, oui, pour moi, le cas de neige peut être exclu si dans le cadre de l'exploitation, voilà, on peut l'exclure. Il n'y a pas d'exigence de charge de neige minimale.
comme on pouvait l'avoir, enfin comme on peut l'avoir sur les chapiteaux tant et structures où il y a une exigence de 10 décanewtons au mètre carré minimum pour les CTS. Là, dans le cadre des ensembles démontables, il n'y a pas d'exigence de cas de neige minimum, tout à fait. Par contre, si vous êtes dans le cadre de quelque chose qui est classé CTS, chapiteau tant et structure, l'arrêté en vigueur enfin, reste d'actualité. Voilà. D'accord. Donc, il y a 2 autres questions là vraiment techniques et après on traitera les questions un peu plus organisationnelles sur le support de présentation et sur notre présence dans le grand test. Donc là, les 2 dernières questions sur, un peu technique, sur un salon événementiel, les grilles pour technique des stands en autoportée sont-elles impactées par l'arrêté? Bah, un grill autoporté relève en fait du présent arrêté. Donc, oui, les exigences de l'arrêté s'appliquent à un grill technique sur un stand avec les dispositions adéquates en fonction de la catégorie. C'est-à-dire pour un grill autoporté inférieur à 3,50 m de hauteur à son point le plus haut, les exigences seront relativement faibles. Mais dès qu'on dépasse pour les ossatures OS 3,50 m, les exigences sont quand même relativement importantes en termes de vérification notamment. Voilà. Mais un grill autoporté sur un stand de salon relève bien de l'arrêté. OK. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent un peu au fur et à mesure. Donc, après, on va essayer de tenir le délai, mais là, on va prendre encore les 2 dernières questions. Mmh. Et puis après, n'hésitez pas aussi, enfin, on a aussi, enfin, Christophe Reuve restera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions également. Mais là, on va reprendre quand même, là, il y avait 2 questions. Un changement d'implantation des charges sur un grill, par exemple, dans l'exploitation d'un OS3 implique donc le passage d'un OA de manière systématique ou sur un avis sur implantation d'un OA suffit? Alors effectivement, là, c'est un point quand même un peu, on va dire, pas problématique de l'arrêté, mais quelque chose qui interroge, c'est-à-dire que si on lit l'arrêté de manière stricte, en fait, dès qu'on a une modification d'un sous-grill, on va dire, dans une salle de spectacle ou sous une scène couverte, il y a nécessité, en fait, de reformuler un avis sur le montage. Donc, il y a une disposition quand même relativement contraignante et qui ne se pratiquait pas jusque-là. Donc, effectivement, pour moi, quand je lis l'arrêté, il y aurait nécessité de refaire passer un organisme accrédité pour les modifications de sous-grill. Après, il y a une clause de révision sous 1 an de cet arrêté. Donc après, je pense qu'il est nécessaire qu'on le fasse vivre les uns les autres, cet arrêté, et que par l'intermédiaire de nos organismes professionnels, directeurs techniques, prestataires, bureaux de contrôle, on fasse remonter certaines choses qui nous paraissent curieuses ou qui nous paraissent problématiques dans cet arrêté pour que, à la date anniversaire en 2023 de cet arrêté, il y ait un certain nombre de choses qui soient rediscutées avec le ministère de l'Intérieur et la profession. Voilà. Mais effectivement, oui, comme c'est rédigé, il y aurait nécessité pour les OS3 de refaire passer un organisme accrédité. D'accord. Donc avant de passer il y avait 2 dernières questions techniques, il y a eu quelques questions sur le support de présentation comme je l'ai Mmh. dit en introduction. Donc la présentation a été enregistrée, donc vous aurez accès au replay et on vous enverra également, le support de présentation, également. Voilà et peut-être que là on peut terminer, on a un peu de temps, pour terminer sur les 2 dernières questions techniques. Bonjour, comment calculer les lignes de vie sur les structures temporaires? Donc les lignes de vie sur les structures temporaires doivent être dimensionnées et vérifiées conformément à la réglementation qui s'applique pour ces lignes de vie, donc enfin, l'arrêté en lui-même ne traite pas des lignes de vie sur les structures temporaires, mais voilà,
nécessité de les concevoir et de les vérifier comme si elles étaient implantées sur un ouvrage, on va dire, fixe. Voilà. OK. Et bon, il y a une dernière question qui s'est ajoutée, mais effectivement, comme on vous le disait, on va terminer d'ici 2-3 minutes. Donc on va prendre la dernière question qui était posée initialement et puis on vous invite à poser toutes vos questions, et donc comme je vous disais, Christophe se tiendra à votre disposition Oui, et c'est là, on à va votre prendre disposition, tout à fait. voilà, donc ceux qui, voilà, si on n'a pas répondu à vos questions, on y répondra, donc Christophe, y répondra, pour justement, voilà. Et il y avait une dernière question, sur, notre implantation donc dans le Grand Est. La question c'était: «Vous n'êtes pas présent sur le Grand Est». Donc après nous, à Le Contrôle, on a des agences, sur le Grand Est, mais au niveau événementiel, je te laisse répondre peut-être, Christophe. Oui, donc après, bon, depuis notre implantation Auvergne-Rhône-Alpes sur la partie événementielle, on peut monter jusqu'à Besançon, Dijon. Ça nous arrive fréquemment. Après, c'est vrai que le pôle Grand Est événementiel n'est pas encore mis en place, mais je pense que sous 2 ans, ça sera une réalité. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter là ou est-ce que Christophe, tu as encore quelques minutes? Ouais, il Enfin, y a juste voilà, une petite question là concernant les scènes montées sur oui, châssis voilà. roulant. Voilà, donc on peut y répondre. Donc après, ces scènes, ça peut être des petites remorques souvent possédées par les communes. Et puis, ça peut être des ouvrages plus conséquents, hein, avec notamment enfin, des remorques, des semi-remorques, voilà, pour des scènes plus importantes. Donc, ces ouvrages relèvent également de l'arrêté et doivent respecter les dispositions de l'arrêté. Voilà, moyennant des dispositions allégées sur les ouvrages existants, si c'est le cas. Mais voilà, ces scènes sur châssis roulant doivent répondre à l'arrêté, à l'inverse des chars qui, elles, ne sont pas traitées par l'arrêté, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ces remorques scènes sont bien couvertes par l'arrêté ensemble démontable. Voilà. Il y avait une dernière question, je ne sais pas si tu as le temps, Christophe, ou pas, ou Ouais, ouais, si tu allons-y, veux. ouais. Voilà, c'était: «Les structures complètement modulaires sont assez contraintes par l'arrêté et impliquent un dossier technique à chaque nouvelle structure, sinon généralisable?» Point d'interrogation. Du coup, je te laisse répondre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a enfin, des structures modulaires, voilà, par exemple un ouvrage, des tours en échafaudage ou je ne sais quoi, en fait. Après, vous avez la notice du fabricant, mais après, il y a nécessité effectivement de rédiger une note de calcul et puis de faire procéder à un avis de conception à chaque nouvelle configuration. Alors après, il y a possibilité pour le prestataire, je dirais, de faire un avis sur modèle, c'est-à-dire de définir un certain nombre de configurations et puis de faire une note de calcul enveloppe et puis un avis de conception, avis de modèle type. Voilà, s'il y a possibilité pour le prestataire de, de généraliser les choses, en fait. Donc, ça sera au bon vouloir du prestataire, soit de faire un avis modèle type, soit de faire un dossier à chaque événement en fonction de ses configurations. Les deux possibilités sont ouvertes par l'arrêté. Voilà. Donc voilà pour les questions techniques. Je pense que là, on avait fait tout le tour des questions. Moi, Voilà. il y avait uniquement celle-ci qui restait. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc effectivement à contacter Christophe et il vous répondra avec grand plaisir. Voilà, à votre disposition, qu'on se connaisse ou pas, que vous soyez client ou pas, je suis à votre disposition pour voilà, répondre à
questions. Sachant voilà, qu'on va également, avec certains bureaux de contrôle, mettre en place, je pense, une foire aux questions sur le site du Sympaz, qui permettra aussi d'homogénéiser un peu les pratiques sur le plan national. Voilà. Bien, bah, merci à tous de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée.